Bien. Donc, on va continuer le cours d'analyse syntaxique selon le même modèle que la semaine passée, c'est-à-dire en annotant les transparents sur la tablette de manière à ce que ce ne soit pas trop mort comme cours. Par contre, pour en avoir discuté avec certains collègues et puis avec certains étudiants, je persiste à croire que c'est plus compliqué pour vous, ou en tout cas c'est moins animé que si j'étais debout au tableau. Et donc, voilà, c'est un peu dégradé quand même. Donc, on va essayer d'en tenir compte tout au long de ce cours. Aussi, cette semaine, je vais essayer un deuxième annotateur de PDF. Donc, je risque de me tromper encore. Mais avec un peu de chance, il sera un petit peu mieux que le précédent. Donc, aujourd'hui, le menu du jour, ça va principalement porter sur les automates à piles. On verra ce que c'est et en quoi c'est relié à notre problématique. Mais avant cela, on va faire un petit retour sur l'algorithme de Koch, puisque vous avez maintenant tous eu les TD et vous êtes censés avoir fait une trace complète sur un exemple. Donc, on va regarder un petit peu les propriétés de cet algorithme. Et puis, voir son utilisation pratique réelle. Et ensuite, seulement, on passera aux automates à piles. Donc, petit retour sur l'algorithme de Koch. La semaine passée, j'avais fait un exemple pour une grammaire qui était la grammaire des expressions. C'est une grammaire dont vous savez qu'elle est ambiguë. On l'a étudiée en TD appliqué. On a vu que pour certains mots, il pouvait y avoir tout un tas d'interprétations différentes. Et je voulais vous montrer un petit peu, donc je vous ai montré un cas relativement simple, où il y avait deux interprétations. Le mot était A plus X fois A, ou quelque chose comme ça. Et on avait déroulé l'algorithme de Koch qui se faisait relativement bien sur cette grammaire-là. Pour revenir sur cet algorithme, eh bien, on va prendre un exemple supplémentaire. Mais avant ça, je voulais qu'on fasse un petit bilan parce qu'on avait terminé rapidement là-dessus. Donc, l'algorithme de Koch, c'est un algorithme d'analyse. Il prend la grammaire en tant que paramètre, il prend le mot en tant que paramètre et il répond est-ce que W appartient à L de G? Et ça, c'est un algorithme d'analyse, c'est la définition même d'un algorithme d'analyse générale. Il a le bon goût de permettre d'analyser n'importe quel langage hors contexte, mais il faut que ce langage soit décrit par une grammaire sous forme normale de Chomsky. Ce qui n'est pas un problème particulier puisque n'importe quelle grammaire peut être transformée en une grammaire équivalente sous forme normale de Chomsky. Okay? Donc, il est à la fois général dans le sens où la grammaire est un paramètre de l'algorithme et il est aussi général dans le sens où tous les langages hors contexte peuvent être analysés par cet algorithme. Il n'oublie pas des langages en chemin. Son coût, on l'avait dit rapidement, en fait, son coût est de l'ordre de n au cube, n étant la longueur du mot à analyser. Pourquoi n au cube? Si vous lisez l'algorithme, vous verrez qu'il y a trois boucles imbriquées. Une première boucle sur les colonnes, une boucle sur les lignes, et à l'intérieur, pour remplir chaque cellule, il y a une boucle sur tous les découpages possibles. Et toutes ces boucles sont de l'ordre de n. Donc, comme elles sont enchâssées, ça donne n au cube.
Il est d'usage d'ignorer la taille de la grammaire. Vous avez peut-être pu le voir sur l'exemple en TD. La grammaire était différente, elle avait plus de règles et il était parfois difficile de choisir la bonne règle et puis il y avait parfois beaucoup de combinaisons. Donc ça aussi, c'est un facteur de coût. En général, si on est rigoureux, on dira que le coût est de n au cube fois la taille de la grammaire. Et ce n'est pas anodin parce que la grammaire, quand on la passe sous forme normale de Chomsky, le nombre de règles augmente. Le nombre de non-terminaux augmente et le nombre de règles augmente. Donc, ce n'est pas forcément un coût anodin, mais en général, on le considère comme constant. Ce n'est pas tout à fait vrai, évidemment, puisque la complexité du problème dépend de la taille de la grammaire, mais on le considère comme constant et on peut mettre en œuvre des structures indexées pour obtenir un accès constant aux règles de la grammaire. Donc le coût théorique de cet algorithme-là, c'est n au cube, et il se trouve que c'est le coût du problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux si le problème que l'on traite, c'est le problème de l'analyse de toute grammaire hors contexte par un algorithme général. Tout ce qu'on verra plus tard où on fait mieux, ce sera un autre problème. Vous avez une question? C'est une conjecture, ça, ou c'est... Ça a été prouvé. Donc, tous les algorithmes qu'on verra plus tard et qui sont meilleurs auront un problème différent. On abandonnera le fait de pouvoir travailler avec n'importe quelle grammaire en contexte pour pouvoir aller plus rapidement. Mais le problème d'analyse hors contexte, dans sa généralité, est un coût au cube. Autre intérêt de l'algorithme, si la grammaire est ambiguë, on peut, à partir de la matrice construite par l'algorithme, récupérer tous les arbres d'analyse. Et ça, c'est une propriété extrêmement intéressante parce que parfois, on souhaite étudier l'ambiguïté. Hein? Clairement, en informatique, pour un langage informatique, on ne veut pas d'ambiguïté. On veut qu'il y ait une interprétation unique à tout énoncé. On ne veut pas que vous soyez capable d'écrire un programme en Python et que, selon le compilateur ou l'interpréteur du langage, ben vous avez une exécution ou une autre. Hein? On ne veut pas ça. Pas pour les langages informatiques. Par contre, pour les langues naturelles, l'ambiguïté est quelque chose d'inhérent aux langues naturelles. Si je dis que Pierre prend la boule et la lance, une partie d'entre vous peut comprendre qu'il a deux objets dans la main, une boule et une lance. Une autre partie peut penser qu'il a fait deux actions, qu'il a pris la boule et qu'il a lancé la boule. C'est le même énoncé, c'est le même mot, et il a deux analyses différentes, et c'est une propriété importante. Donc, le fait de pouvoir travailler avec des grammaires ambiguës est une propriété excessivement intéressante de l'algorithme de Koch. Autre intérêt de cet algorithme, si le mot que vous avez n'est pas dans le langage, eh bien cet algorithme, il a tout de même construit des structures de données, puisqu'il a analysé finalement, si vous regardez dans l'algorithme, toutes les sous-chaînes du mot analysé ont été considérées. Et donc, on se retrouve souvent avec des phrases, et là c'est en traitement des langues, encore une fois, que c'est intéressant, on peut se retrouver avec des phrases agrammaticales. Vous en trouverez beaucoup. Des phrases qui ne sont pas dans la grammaire, dans les grammaires que l'on peut trouver du français. Pour deux raisons. Première raison, la phrase est effectivement agrammaticale. Elle ne signifie pas quelque chose.
Et ça arrive souvent. Hein, quand une phrase commence à devenir trop longue, les gens perdent le fil, oublient le verbe, oublient des choses importantes et la phrase est elle-même mal construite. Ça ne vous empêche pas de comprendre une partie. Ou l'autre raison, c'est qu'il est en général impossible de donner une modélisation grammaticale exhaustive de tous les mots, de toutes les phrases d'une langue naturelle. Et ce qui fait qu'on a des phrases que tout le monde accepte, mais qui ne sont hors de portée d'une grammaire qui, elle, est finie. Eh bien, dans les deux cas, ce qui est intéressant, c'est que même si la phrase, il lui manque un verbe, eh bien, à l'intérieur de cette phrase, il peut y avoir un groupe nominal qui est correctement analysé. Il peut y avoir le sujet qui est correctement analysé. Il peut y avoir le circonstant, l'objet. Tous ces éléments-là peuvent être correctement analysés. Et ça, c'est utile. Même si la phrase au complet n'est pas correctement analysée, on peut déjà extraire des informations de ces morceaux. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et c'est ce qui fait que c'est un algorithme qui a été utilisé jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, puisque les systèmes de traduction automatique basés sur des statistiques utilisaient cet algorithme-là pour essayer de travailler sur des statistiques non pas de co-occurrence de mots, mais de co-occurrence de structures phrastiques. Et ça, c'était extrêmement intéressant, ça donnait des résultats vraiment plus intéressant que de travailler au niveau des mots, que d'ajouter une analyse syntaxique, même partielle. Il se trouve que juste il y a 3 ou 4 ans de ça, c'était l'état de l'art en traduction automatique. On est maintenant dans un état de l'art qui est totalement différent. En 4 ans, tout a changé avec l'arrivée des modèles neuronaux. Et là, pour l'instant, on n'a pas d'analyse syntaxique quand on traite des phrases. En général, quand on fait de la traduction automatique ou quand on fait d'autres applications. Je voulais aussi revenir sur une trace. Donc, j'ai repris exactement la grammaire qu'on avait la semaine passée. J'ai simplement agrandi le mot. J'ai rajouté 2 caractères au mot. La semaine passée, on avait A plus X fois A. Là, j'ai fait A plus X fois A fois X. Donc, j'ai rajouté 2 caractères. On peut voir d'ailleurs que, en mémoire et en temps, ça augmente. Ça n'augmente pas linéairement. Puisqu'on a rajouté, toutes ces cases-là en plus. D'accord? Donc, c'est pour ça aussi qu'en mémoire et en temps, on n'est pas linéaire. Je reprends cet algorithme. En fait, la semaine passée, on était arrivé sur cette case-là. Toute la partie A plus X étoile A, on l'a faite la semaine passée, ça n'a pas changé. Et donc, sur cette case-là, je vous avais dit très rapidement, il y a 2 interprétations possibles de ce mot. Et ça se traduit par le fait qu'il y a 2 E dans cette case. De la même manière, il y a 2 E dans cette case-là parce qu'il y a 2 interprétations possibles pour X étoile A étoile X. Je vous rappelle que la grammaire qui est utilisée ici ne gère pas les priorités d'opérateurs. Donc, il y a 2 interprétations, une par opérateur qui peut être principale. Et si vous vous rappelez de votre TD appliqué, vous devriez savoir que sur le mot qui est là, qu'on a étudié en TD, il y avait combien d'interprétations possibles? 5, si je me souviens bien. 5 interprétations possibles. Mais 5 ou 7 d'ailleurs, je ne me souviens plus.
pas grave, on peut regarder. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans cet algorithme-là, je n'ai pas 5 manières de construire le E qui est au sommet. En fait, j'en ai 3. J'ai 3 manières de construire le E qui est dans la case du haut. Si on me demande, si la question posée c'est est-ce que W appartient au langage, je peux répondre puisque E, c'est la source de la grammaire, est présent dans la cellule du haut. Donc la réponse est oui, 3 fois oui. Mais si la question est quels sont les arbres d'analyse du mot W dans cette grammaire, je ne les ai pas dans cette matrice. Pas directement en tout cas. Pourquoi? Eh bien parce que il faut rajouter quelque chose à cet algorithme pour construire les arbres. Qu'est-ce qu'on va rajouter à cet algorithme? Eh bien, on va rajouter 2 choses à chaque fois que l'on crée un symbole dans une case. On va dire pourquoi on l'a créé et avec quels éléments. Pourquoi, ça veut dire quelle est la règle qui a permis de le générer et avec quels éléments, quels sont les sous-arbres qui ont permis de composer et d'utiliser cette règle-là. Pour ça, eh bien, on va annoter chaque construction d'éléments par le numéro de règle et un indice. Exemple, je prends cet élément-là. Comment il a été créé? Il a été créé à partir du E qui est ici et du étoile E qui est là. Il a été créé, donc j'avais E et étoile E, et la règle 2, à partir du moment où on a E suivi de étoile E, me permet de générer un E. Donc c'est la règle 2 qui a généré ce nœud. Et le petit 1 qui est à côté signifie, c'est à la ligne 1 que j'ai pris le E, qui est à gauche. Ça suffit pour construire l'arbre, puisqu'il me suffit de dire, j'ai utilisé la règle 2, donc c'est un E suivi d'un étoile E, c'est à la ligne 1, donc c'est ce E-là que j'ai utilisé à gauche de l'arbre, et du coup, c'est forcément dans cette case-là que j'ai trouvé le étoile E qui est à droite de l'arbre. Donc ces 2 informations me permettent d'écrire E, s'écrit en E, suivi de étoile E, et puis cet arbre-là, c'est un M, suivi d'un E. Le E, c'est A. Lui, c'est le E, là, c'est X. Lui, c'est multiplié. Et lui, c'est A. Et donc, on peut construire l'arbre comme ça. Cette information-là suffit à construire un arbre. Mais regardons ce qu'il y a dans la matrice. Ce qu'il y a dans la matrice, ce n'est pas un arbre. À chaque fois, c'est une justification disant quelle est la règle et à quel indice j'ai pris un nœud. Je reviens à cette cellule-là, la cellule du haut. J'ai 3 manières de construire ce E. Ce E-là, il a été construit à partir du E qui est ici et du plus E qui est là. Cette partie-là. Donc, ça, c'est la première manière. La deuxième manière, consiste à appliquer la règle 2 à partir du E qui est à la ligne 3 et du E qui lui correspond
du étoile E qui lui correspond, qui est ici. OK? Comme je suis à la ligne 3, comme mon E est à la ligne 3, il domine A plus X, et le étoile E qui est là domine bien étoile A étoile X. C'est l'arbre qui a cette racine-là porte sur ce mot. Pardon? Ah, forcément, entre les deux qui sont en vert, je ne peux pas avoir un caractère commun puisqu'ils se composent l'un et après l'autre. Donc, non seulement je ne peux pas avoir d'éléments communs, mais j'ai aussi la nécessité que les mots qu'ils dominent se suivent immédiatement. J'ai coupé en deux. La troisième manière de construire un arbre, c'est de prendre le E qui est là, qui va forcément se composer avec le étoile E qui est là. Donc, pour cette ligne-là, j'ai eu trois manières de le construire. Mais si je regarde un petit peu les arbres qui sont cachés là-dedans, j'en ai pas que trois. Pourquoi? Parce que si je prends les cellules en bleu, vous voyez qu'il y a deux E dans la cellule en bleu qui est à gauche. Donc, j'ai une construction possible qui utilise ce sous-arbre-là, mais le sous-arbre qui est ici, qui a la racine ici, en fait, j'ai deux sous-arbres à cet endroit. Donc, dans la matrice, tout se passe comme si les ambiguïtés étaient factorisées. C'est-à-dire qu'ici, dans cette case bleue, j'ai deux sous-arbres. Au-dessus, j'ai une construction qui utilise cette carte. Je n'ai qu'une construction, mais cette construction unique correspond à deux sous-arbres. Donc, j'ai factorisé l'ambiguïté. Si on regarde un peu le détail, ici, sur cette case-là, j'ai deux solutions. Ça signifie que j'ai deux solutions qui se basent sur cette construction-là. La construction intermédiaire qui était en vert, qui est là, elle n'a qu'un seul sous-arbre. Et ici, je n'ai qu'une seule manière, pardon. Par contre, ici, j'ai deux manières de construire mon étoile E. Non, j'en ai qu'une, pardon. J'ai une seule manière de construire l'étoile E. Par contre, si je passe maintenant à la solution que j'avais mise en rouge, ici, je n'ai qu'un seul sous-arbre, mais il se compose avec ce plus E, qui lui-même venait de ce plus et de cette case-là qui contient deux solutions. Au final, j'ai 5 solutions cachées dans cette matrice. 2 construites par la règle 2, avec l'opérateur principal qui est ici. Par la règle 1 avec l'opérateur principal qui est ici. Une construite par la règle 2 avec l'opérateur principal qui est ici. Et 2 construites par la règle 2 avec l'opérateur principal qui est ici. Donc, non seulement il donne tous les arbres, mais en plus, la représentation de l'ambiguïté est une représentation compacte. Et ça, c'est intéressant parce que
Quand il y a ambiguïté, il y a souvent explosion. C'est-à-dire que ce qui est ambigu à un endroit dans l'arbre, le nombre de solutions à un endroit dans l'arbre, va être multiplié par le nombre de solutions à un autre endroit dans l'arbre, même si ces deux ambiguïtés-là n'ont aucun élément en commun. Et donc, le nombre de solutions explose bien souvent, et cet algorithme a cet intérêt-là de permettre de représenter de manière compacte l'ensemble des solutions. Bien. On en termine là avec cet algorithme. Oui, il y a une question? Vous pouvez juste nous rappeler, c'est quoi la condition sur la grammaire? Là, Condition sur la grammaire, c'était... La condition sur la grammaire pour que l'algorithme puisse être utilisé, c'est qu'elle soit en forme normale de Chomsky, c'est-à-dire que les arbres soient binaires. OK? Il n'y a pas d'autres conditions. C'est drastique en termes de grammaire, puisqu'on n'a droit qu'à une forme très spécifique, mais par contre, n'importe quel langage peut être décrit par une grammaire comme ça. Quel que soit le langage hors contexte que vous voulez analyser, cet algorithme est utilisable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si, oui. Est-ce que vous pouvez expliquer très vite fait les deux suivants dans la 5e ligne, là où c'est tout assuré, le 1.3? Oui. Eh bien, on va reprendre. Alors, est-ce que j'ai possibilité d'effacer ça pour le nettoyer? Et puis, on va... Donc, si on regarde uniquement cette case-là, maintenant, c'est l'exemple qu'on avait fait la semaine passée. En fait, c'est la case qui correspond au mot A plus X étoile 1. On est d'accord? Déjà, la semaine passée, elle avait deux solutions. La première solution, les deux solutions sont construites... Non, c'est peut-être une erreur. Alors, attendez. On verra. La première solution, elle est construite par la règle 1 à partir du E qui est ici, à la ligne 1, combiné avec le plus E qui est là. Ça, c'est le premier arbre. Le premier arbre, il va avoir cette géométrie-là. Le deuxième arbre, c'est celui qui correspond à cette construction-là. Il prend le E qui correspond à A plus X et le étoile E, d'ailleurs c'est là que je vois qu'il y a une erreur, c'est un 2, le étoile E qui correspond à étoile A. D'accord? Donc à cet endroit-là, j'ai produit deux fois le E, une fois en combinant E et plus E, une fois en combinant E, là, et étoile E. On remonte du mot pour aller à la racine. L'algorithme part du bas et construit au fur et à mesure. On remonte du mot haut et on construit la racine. C'est comme ça. C'est un algorithme ascendant dans le sens où on construit les arbres en partant du bas jusqu'à ce qu'on arrive au sommet. C'est bon? S'il y a des questions dans l'amphi, vous pouvez les mettre sur le chat. J'ai l'impression que... Bien. Vous pouvez gueuler, la porte est à côté. On a terminé maintenant avec cet algorithme bien particulier. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'essayer de faire mieux. Parce que ce coup de n au cube, ce n'est pas un coup très bon. Imaginez le nombre de symboles que vous avez à l'intérieur d'un programme. Hein? Surtout quand vous êtes dans un langage comme le C, où
les points H ne sont pas compilés indépendamment, ils sont insérés dans le mot, tout est inséré, vous avez un programme qui est excessivement plus long que ce que vous avez tapé. Hein, tous les dièses include se résolvent en transformant le dièse include au contenu du fichier. Donc, vous avez un mot qui est excessivement long. Si un compilateur avait un coût de l'ordre de n au cube, on n'arriverait jamais à faire une compilation dans un temps raisonnable et dans un espace mémoire raisonnable. Déjà, un grand projet C, ou n'importe quel autre langage, ça peut se compiler en 1 heure ou 2 heures. Vous récupérez des programmes open source, vous essayez de les installer, vous êtes plus souvent en train de boire du café qu'en train de taper les commandes pour compiler. Hein? Et pourtant, je peux vous le dire, les compilateurs ont des analyseurs qui sont linéaires. Leur coût n'est pas au cube. Donc imaginez un coût au cube. Si vous passez déjà 1 heure pour un programme relativement conséquent, mais quand même, ce n'est pas un coût qui est au cube. Vous imaginez, si vous avez un programme de taille 10 000, qu'est-ce que c'est le cube? Hein? Ce n'est pas 10 puissance 4, c'est 10 puissance 12 que vous obtenez. En temps. Ce n'est pas un café que vous passez, c'est une vie. Donc, on ne peut pas se contenter de ça. Autant c'est quelque chose, cet algorithme-là est extrêmement intéressant, autant il ne résout pas le problème qui nous intéresse, qui est aussi un problème de compilation efficace. Et donc, on va essayer de se doter de quelque chose d'autre. On va essayer de voir si on peut aborder le problème différemment. Et pour ça, on se dit comment on a fait pour avoir un modèle efficace d'analyse des langages jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, c'est-à-dire avant qu'on commence le cours d'analyse syntaxique, les langages qui nous intéressaient, c'était les langages rationnels. Donc, on avait une expression régulière qui permettait de décrire le langage, mais l'expression régulière était un objet qui était relativement simple à utiliser pour un être humain. Exprimer un langage en tant qu'expression régulière est quelque chose d'assez simple. Par contre, ça ne résolvait pas la question de l'analyse. Pour résoudre la question de l'analyse, on basculait sur un modèle qui était un modèle de machine, qui était un automate d'état fini. Donc, si on reprend ce qu'on a fait sur les réguliers, on avait une description qui était assez naturelle, c'était les expressions régulières, et on avait un modèle calculatoire qui étaient les automates d'état fini, et on compilait une expression régulière en un automate d'état fini pour pouvoir répondre à la question, est-ce que le mot est dans le langage? Donc on se dit, ok, utilisons les automates. Évidemment, on ne peut pas utiliser les automates d'état fini pour analyser une grammaire en contexte, puisqu'on a vu que justement, les automates d'état fini n'avaient pas une puissance d'expression suffisante pour représenter les plus simples des langages hors contexte. Leur mémoire est insuffisante. La seule mémoire qu'a un automate d'état fini, c'est simplement l'état dans lequel il se situe à un instant donné. Il ne sait même pas comment il est arrivé là. Il sait dans quel état il est, mais il ne sait pas comment. Il ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas ce qu'il attend et dans quel état il va être plus tard. Il ne sait pas dans quel état il était auparavant. Il n'a pas de mémoire du chemin qu'il a mené là. La seule chose qu'il connaît, c'est son état courant. C'est sa seule mémoire. Ben finalement, on pourrait se dire, et si on rajoutait de la mémoire à un automate? Un automate, c'est intéressant parce que c'est assez facile à implémenter. Il y a des calculs relativement simples qui se font dessus. Il y avait la possibilité, si on n'avait pas de perplexité, si on avait un déterminisme, la possibilité de
lire le mot et de décider s'il appartenait au langage en un coup linéaire. Donc on se dit, et si on faisait ça, mais avec une mémoire maintenant? Et c'est ça, un automate à pile. Donc un automate à pile, ça va être un objet qui va contenir des états exactement comme un automate d'état fini. Il va y avoir des transitions. Elles ne seront pas tout à fait les mêmes que sur un automate d'état fini, mais elles se représentent par une flèche comme les autres. Il va y avoir une notion d'état initial. Il va y avoir une notion d'état final. Il va y avoir évidemment, chose que l'on dessine en général pas dans l'automate, mais dont on a besoin dans son utilisation, on va avoir une bande de lecture qui dit quel est le mot que l'on lit. Bien, donc je reprends. Donc dans un automate, on a les états, on a les transitions. Il y avait une bande de lecture déjà qui contenait le mot et avancer dans l'automate, c'était avancer dans la bande de lecture. Et on rajoute maintenant une mémoire qui cette fois-ci est une pile. OK? Donc on se donne une information supplémentaire qui a une structure de pile. Et pour pouvoir faire ça, ça veut dire que auparavant, lorsqu'on passait une transition, on lisait un caractère. Eh bien là, on va faire d'autres choses. La première chose, c'est qu'évidemment, on va pouvoir lire un caractère. On va pouvoir aussi, parce que la pile contient des informations, donc on va supposer qu'au sommet de pile, il y a un X. On va pouvoir aussi dépiler. C'est-à-dire qu'on va pouvoir passer une transition à la fois quand il y a un certain symbole sur le mot, quand il y a un certain symbole sur la pile, et quand on lit une pile, on enlève le symbole, et puis on va rajouter une action qui va consister à pouvoir empiler quelque chose. Donc une transition va contenir plus de choses. On va voir comment on la modélise finement tout à l'heure, mais il va y avoir quelque chose qui va dire la transition ne peut être prise que s'il y a un A sur la bande d'entrée et si en sommet de pile il y a un certain symbole. Et si je prends la transition, ça veut dire deux choses. D'abord, j'avance sur la bande d'entrée, j'enlève le A, j'enlève le X que j'ai testé sur la pile et éventuellement, je rajoute quelque chose sur la pile. Ce qui est intéressant ici, c'est que du coup, un automate, il n'a pas qu'une seule information à sa disposition. Il sait toujours dans quel état il se trouve à un moment donné, mais il peut avoir une information qui est tout ce qu'il y a à l'intérieur de la pile. Par exemple, on pourrait très bien avoir mis dans la pile tout ce qu'on a lu. Et donc, on aurait, chose qu'on n'avait pas auparavant, non seulement l'état actuel, mais aussi une information sur comment on est arrivé à cet état-là. OK? Donc, on a beaucoup plus d'informations sur un automate à pile. C'est ce modèle-là que l'on va formaliser maintenant. Donc, un automate à pile, le premier modèle qu'on va définir, c'est un automate à pile strict. Un automate à pile strict va être défini par un ensemble de choses. Donc, il y a Q, sigma, gamma, delta, Q0, Z0 et F qui sont respectivement. Q, c'est l'ensemble fini des états. Comme pour les automates, on a un nombre fini d'états. Sigma, c'est l'alphabet d'entrée. C'est tout ce qu'on peut avoir sur la bande d'entrée. Gamma, c'est l'alphabet de pile. C'est tout ce qu'on peut avoir à l'intérieur de la pile. Et ce n'est pas forcément les mêmes symboles. Donc, on a deux alphabets.
Ils ne sont pas forcément disjoints, hein, d'ailleurs. On peut très bien avoir les mêmes symboles sur la pile et dans la bande d'entrée. La fonction de transition, donc la fonction de transition, je vous rappelle, c'est ce qui permet de passer d'un état à un autre. En fait, dans ce que je vous ai dessiné, il y avait un symbole de pile et un deuxième symbole de pile. Et en fait, les deux premiers symboles peuvent être compris comme une condition d'application de la transition. Exactement comme dans le cas des automates d'état fini, où la condition d'application, c'était le symbole qu'on avait à lire. Eh bien, la condition d'application, elle va dire, c'est je peux appliquer une transition lorsque je suis sur, évidemment, le début de la transition, c'est la première condition. Lorsque j'ai un symbole ici, et lorsque j'ai à lire, et lorsque j'ai un symbole en sommet de pile. Donc ça, c'est le début de cette fonction de transition. Donc la fonction de transition, elle est définie sur Q, l'ensemble des états. Elle dit à quel endroit commence une transition. Sur sigma, l'alphabet d'entrée, donc ça c'est A appartient à sigma, ou epsilon, on n'est pas obligé de lire pour passer une transition. On peut passer une transition sans lire la bande d'entrée. Par contre, on est obligé de lire un et un seul symbole sur la pile. Ok ? C'est un automate à pile strict. Donc son modèle, il est comme ça. On lit un et un seul symbole sur la pile. On est obligé de lire sur la pile et on ne peut lire que ce qu'il y a au sommet. Et une fois que ces conditions sont remplies, il y a une action qui consiste à écrire quelque chose sur la pile et une autre action qui consiste à changer d'état. Et c'est ce qu'on a ici. Ça nous dit quel est l'état d'arrivée et ça nous dit qu'est-ce qu'on peut écrire sur la pile. Si vous regardez bien, on peut écrire n'importe quoi, n'importe quel mot sur gamma étoile, ce qui signifie qu'on peut ne rien écrire, c'est écrire epsilon sur la pile, ou on peut écrire plus d'un caractère de gamma. Okay ? Et enfin, il n'y a pas de notion de déterminisme et de non-déterminisme dans les automates à pile. Ils sont non déterministes, en fait. Ce qui signifie qu'il peut y avoir plusieurs transitions possibles, même si on est sur le même état, qu'on lit le même symbole et le même symbole en sommet de pile. Il n'y a pas qu'une seule transition possible, il y en a plusieurs potentiellement. Donc, tout ça pour dire, on n'a plus cette propriété intéressante qu'on avait auparavant, qui était le déterminisme. Le déterminisme, ça n'existe pas dans les automates à pile. Donc, ça, c'est la modélisation de la fonction de transition. Il nous manque juste les trois derniers éléments. Et les trois derniers éléments, c'est Q0 qui est l'état initial, Z0 qui est le symbole initial qu'il y a dans la pile. La pile a nécessairement un symbole au début, puisque sinon on ne pourrait pas avancer, on est obligé de lire dans la pile, elle ne peut pas être vide. Et enfin, il y a un sous-ensemble d'états que l'on nomme les états finaux. Okay ? Donc ça, c'est le modèle. Ça ne nous dit pas comment on l'utilise. Oui ? Non, du coup, ça veut dire que pour chaque P, on va avoir 1 milliard de piles si c'est non déterministe à chaque fois. Ah ben, on peut avoir des tas de piles possibles, bien sûr. On peut avoir des tas de configurations possibles. C'est ce qu'on va voir dans la suite. Ah, j'ai pas dit qu'on résolvait tout avec ça. Au contraire,
Ce qu'on verra, c'est que toutes les difficultés qu'on avait avant, on les a encore, mais dans un autre modèle. OK? Ça ne résout rien, mais c'est un autre outil. Et un autre outil, c'est intéressant parce que comme il a d'autres propriétés, il peut nous donner des solutions. Donc maintenant qu'on a vu comment on modélisait un automate, on va voir qu'est-ce qu'on fait avec un automate. Donc un automate, c'est une machine. Et une machine, elle évolue dans le temps. Elle a une configuration qui évolue dans le temps. Elle évolue au fur et à mesure qu'on avance dans un mot. Okay? Donc une configuration d'un automate à pile, c'est trois choses. La première chose, il faut savoir quel est l'état dans lequel on se trouve. Donc l'état courant, c'est une information qui est nécessaire pour savoir quelle est la configuration de l'automate. Ça ne change pas par rapport aux automates habituels. Il faut une deuxième chose qui est qu'est-ce qu'il me reste à lire? Qu'est-ce qu'il y a dans ma bande d'entrée? En fait, la bande d'entrée au début, c'est le mot qu'on veut reconnaître. Et au fur et à mesure qu'on avance dans ce mot-là, il nous reste une partie du mot à lire. Et on avance. Elle est de plus en plus réduite. Mais on a besoin à tout moment de savoir non seulement dans quel état on est, mais aussi où on en est dans la lecture de la bande d'entrée. Et ça, c'est le W qui est là. Et la chose qu'il n'y avait pas dans les configurations d'un automate d'état fini, c'est qu'est-ce qu'il y a en mémoire? Qu'est-ce qu'il y a dans la pile? Et ce qu'il y a dans la pile, c'est un mot alpha sur le langage gamma étoile, c'est-à-dire sur l'alphabet de pile. Donc une configuration d'un automate, c'est je sais dans quel état je suis, je sais ce qui me reste à analyser et je sais ce qui est dans ma mémoire. C'est ça que connaît la machine. Elle ne connaît rien d'autre. Donc ça, c'est une configuration. On passe d'une configuration à une autre par l'opération de transition. Donc passer une transition, c'est passer d'une certaine duration à une autre. Donc on passe, on suppose qu'on a une certaine bande de mémoire, A, et puis il y a un certain nombre de choses. On suppose qu'on a une certaine pile, où il y a déjà des informations dedans, et on va passer de l'état Q à l'état Q'. S'il y a une transition qui permet de lire A, de lire Z, et Z est en sommet de pile, et d'écrire alpha. Donc, si dans mon automate, j'ai une transition qui est comme ça, eh bien, si ma configuration c'est Q, le mot W, un mot qui contient un A et puis un W, et puis un truc où sur la pile j'ai Z au sommet et j'ai alpha en dessous. Pardon. Qu'est-ce que j'ai pris? Gamma alpha? Non, c'est dans mon annotation qu'il y a une erreur. Pardon. Hop. C'est ici que j'ai gamma. Voilà. Donc, passer une transition, c'est passer de la configuration où je suis dans l'état Q, où j'ai tout le mot et il y a Z alpha dans la pile, à une transition où j'ai changé d'état, je suis arrivé en Q', j'ai lu le mot, j'ai lu le A qui est là, donc il me reste W à lire, j'ai dépilé le Z qui n'est plus là, et je l'ai remplacé par gamma qui a pris sa place. D'accord? Qui peut être nul, tout à fait. Donc,
Une transition dans un automate, c'est lire le symbole qui est là, supprimer le sommet de pile Z qui est là, le remplacer par gamma qui est là, et changer d'état. Ce n'est pas excessivement compliqué, en fait. La modélisation est bien plus compliquée que l'intuition qu'il y a derrière. Quand on amorce la machine, quand on démarre la machine, elle est dans une configuration initiale. La configuration initiale, c'est je suis dans l'état initial Q0. Il n'y a rien de nouveau. Le mot à reconnaître est entièrement dans la bande de lecture. Et au sommet et dans la pile, la seule chose qu'il y a, c'est le symbole Z0, qui est le symbole initial de pile. Donc, c'est facile à initialiser. Au départ, état initial, il y a un symbole dans la pile et tout le mot reste à reconnaître. Une configuration finale, il y a des tas de configurations finales en fait. Une configuration finale, c'est une configuration comme ça, où je suis dans un certain état Q, j'ai lu tout le mot. Si je n'ai pas lu tout le mot, c'est que je ne suis pas dans une configuration finale. J'ai lu tout le mot et j'ai quelque chose en mémoire, quelconque. D'accord? Donc, c'est une configuration de la forme Q, epsilon, alpha. C'est une configuration finale. Une fois qu'on connaît ça, il n'est pas très compliqué de définir les langages qui sont associés à un automate. Donc, il y a deux manières de définir un langage associé à un automate. La première manière, c'est leur critère d'état final. Donc, le langage défini avec critère d'état final par un automate P, c'est l'ensemble des mots W tels que si je démarre avec la condition initiale en ayant W à reconnaître et que j'avance dans l'automate n'importe comment, j'atteins une configuration finale, donc tout le mot a été lu, en étant dans un état Q qui appartient à l'ensemble des états finaux. Donc, un mot du langage est défini comme un mot pour lequel il est possible d'aller de la configuration initiale à une configuration finale dont l'état est final. Attention, il n'y a pas de déterminisme dans les automates à piles, ce qui veut dire que ça ne veut pas dire que si j'exécute l'automate, j'obtiens la configuration finale. Ça veut dire il existe un chemin qui m'amène à la configuration finale et toute la difficulté, ce sera trouver le chemin. D'accord ? Mais tout mot pour lequel il existe un chemin menant de la configuration initiale à une configuration finale dont l'état est final, eh bien, c'est un mot accepté par le langage avec critère d'état final. L'autre critère, c'est le critère de pile vide. On peut définir un autre langage avec le même automate en s'appuyant sur le critère de pile vide. L'idée du critère de pile vide, c'est de dire les mots qui sont dans le langage sont tous les mots qui me permettent de vider la pile en partant d'une configuration initiale. De vider la pile en ayant lu tout le mot. Hein? Donc, il faut bien que on ait un état et plus rien à lire
et plus rien dans la pile. OK? Ces deux critères-là existent pour un même automate, et pour un même automate, ils ne vont pas donner le même langage. OK? C'est pas excessivement compliqué de passer de l'un à l'autre, mais c'est pas toujours trivial. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a deux critères pour définir les langages et que pour un même automate, en général, le langage défini avec critère d'état final est différent du langage défini avec critère de pile vide. Par contre, ces deux critères sont équivalents dans un certain sens. Ils sont équivalents parce que si j'ai un automate P, il existe un automate P' qui admet exactement le même langage avec le critère de pile vide. Donc on peut transformer, enfin plutôt, on peut avoir un automate qui, avec critère de pile vide, produit le même langage. Ce sera un autre automate en général, mais ce qu'on pouvait représenter avec critère d'état final, on pourra le représenter avec critère de pile vide. Et inversement, ce qu'on peut représenter avec critère d'état de pile vide, on pourra définir un automate faiblement équivalent, c'est-à-dire qui générera le même langage avec critère d'état final. Ce qui signifie que quel que soit le critère, il n'y a pas un critère qui est plus fort qu'un autre. Les deux critères nous permettent de décrire n'importe quel type de langage. Pardon. Nous permettent d'écrire les mêmes classes de langage. OK ? Il y a quelque chose comme ça. Ça dépend des gens, l'intuition. Alors, on va prendre un petit exemple et on va se dire, tiens, si j'avais le langage ANBN, rappelez-vous, ce langage-là, il n'est pas descriptif par un automate d'état fini normal. Hein? Il n'est pas régulier. Est-ce qu'on peut le décrire avec un automate à pile? Eh bien, on peut. On va se dire, quelle va être la stratégie pour pouvoir faire ça? La stratégie, ça va être de se dire, bon on va démarrer dans un état initial et au départ, on va dire qu'on veut lire un A et puis qu'est-ce qu'il faut en mémoire pour pouvoir résoudre ce problème? Il faut savoir quel est le nombre de A qu'on a lu pour pouvoir guider le nombre de B qu'on accepte. Et en fait, ce n'est pas excessivement compliqué. Ça veut dire qu'on va mettre dans la pile un symbole par A qui a été lu. Comme ça, la hauteur de la pile va représenter l'entier. Donc on se dit, OK, j'ai un A. Quand j'ai un A, je vais écrire un X. Et ce X va dire, j'ai vu un A. Okay? Quand on est au début, pour l'instant, je n'ai pas une transition correcte ici. Parce que dans une transition correcte, je suis obligé de lire quelque chose sur la pile. Donc sur la pile, il faut que je dise qu'est-ce que je lis. Et là, c'est le symbole initial de pile. Je vais l'appeler Z. Au départ, mon symbole, c'est Z. Donc, je vais effacer le Z et je vais le remettre. On verra pourquoi. Donc là, ce qui se passe, c'est que pour passer cette transition, il faut que j'ai lu un A. Il faut qu'il y ait un Z en sommet de pile. Ça, c'est le cas puisque au départ, il y a le Z. Et
Une fois que j'ai passé cette transition, dans la pile, il y a X, Z. Et puis, ensuite, je peux passer autant de fois que je veux les A. Hein, je peux lire des A. Mais quand je lis des A, à chaque fois, je suis obligé de lire quelque chose dans la pile. Qu'est-ce que j'ai au sommet de la pile? J'ai un X. Et je suis obligé de le remettre, puisque quand j'ai lu un X, ça veut dire que je l'ai effacé. Donc, il faut que je remette le X que j'ai effacé, plus le X que j'ai, qui correspond au A que je viens de lire. Une fois que j'ai passé toutes ces transitions-là, et que j'arrive à un N, à un B, il ne faut pas que je commence à dépiler, puis à relire un autre A. Il faut absolument que j'aille dans un autre état. B, je vais lire un X, et qu'est-ce que je vais empiler là? Rien du tout. Puisque j'ai consommé un X en le lisant, et comme un X correspondait à un A, j'ai lu un B qui correspondait à un A. Et on permet de faire ça autant de fois qu'on veut. Une fois qu'on arrive à la fin du mot, il faut pouvoir arriver à un état final. Donc, il faut être capable d'arriver à un état final. Donc, on peut le mettre là. L'idée, c'est d'arriver à cet état final en ne lisant rien, puisque tous les B qu'on a lus ne peuvent être lus que s'il y a un X dans la pile, c'est-à-dire s'il y avait un A qui lui correspondait auparavant. Donc, il ne faut pas lire de B supplémentaires, ni de A, ni rien d'autre. Il faut lire la pile. Pour lire la pile, qu'est-ce qu'il y a dans la pile pour que tout se passe bien? Forcément, il y a un Z. S'il y a un X, c'est qu'il y avait plus de A qu'on a lu de B. S'il y a un S, un Z, c'est qu'on avait lu tous les X, on avait enlevé tous les X, donc lu l'équivalent en nombre de A. Donc, on veut un Z ici, et puis on ne met rien, on s'en moque. OK? Est-ce que ça résout le problème? Pas entièrement. Parce que je n'ai pas réglé le cas du mot A0, B0. A0, B0, eh bien, soit je mets cet état-là comme final, et dans ce cas-là, le langage avec critère d'état final va être ANBN. Pourquoi? Parce que je suis dans une configuration finale dès le départ si mon mot est epsilon, et je suis dans un état final. Par contre, la pile n'est pas vide, il y a Z dedans. Et cet état-là, j'ai un petit peu truandé ici, où j'ai un état où à la fois je suis final, et à la fois ma pile est vide. Pourquoi? Parce que je n'arrive dans cet état que si j'ai lu Z, qui est le fond de la pile. Donc la pile est forcément vide quand j'arrive dans cet état-là. Donc là, je suis dans un état final, dans le cas où le mot a au moins un A. Donc là, si j'ai si je prends le critère d'état final, je m'en sors. Si je prends le critère de pile vide, il ne marchera pas. Le critère de pile vide me demanderait de rajouter une transition ici qui vide la pile. Et évidemment, si je fais ça, même si j'ai AB, cette transition-là, elle est possible. Mais j'ai vidé la pile, mais je n'ai pas lu l'ensemble du mot. Donc, je ne suis pas sur une configuration finale, donc le mot ne sera pas accepté. OK? Rappelez-vous que dans une configuration finale,
il faut avoir lu l'ensemble du mot et vider la pile, ou lu l'ensemble du mot et être arrivé dans un état final. Voici le résultat. Dessiner un petit peu mieux et de manière correcte. Donc là, avec critère d'état final, on obtient le langage qui nous intéresse. Alors, à prouver, ce n'est pas forcément simple, hein. Mais déjà, on peut le caractériser en tant que modélisation en disant, ben, j'ai 3 états, 0, 1, 2, 2 symboles d'entrée, AB, 2 symboles de pile, Z et X. Mon symbole initial de pile, c'est Z. L'état final, c'est 0. Et la fonction de transition, elle est là. Okay. Cet automate, on peut le trouver un petit peu compliqué. L'une des raisons pour lesquelles il est un petit peu compliqué, c'est que dans le modèle des automates à pile stricte, on est obligé de lire un symbole au sommet de la pile pour passer une transition. Et ça rend les choses un peu plus compliquées. Il m'a fallu écrire une transition avec A ici et une autre transition avec A ici, simplement parce que j'ai 2 symboles possibles en sommet de pile au moment où je lis les A. Par contre, on pourrait voir ces 2 transitions comme assez proches, puisqu'elles consistent simplement à lire un A et à rajouter un X en sommet de pile. Ce que j'ai dû traduire par je lis un A, j'enlève un Z en sommet de pile et je mets XZ. Ou alors, je lis un A, j'enlève un X en sommet de pile et je mets XX. En fait, le Z que j'ai lu ici, je le remets là, et le X que j'ai lu ici, je le remets là. Donc, ce modèle est quand même assez lourd. On aimerait se donner un modèle plus simple à utiliser. Ce modèle, il est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est plus simple à dérouler. Il est plus simple d'avancer. On n'a pas de perplexité, on est beaucoup plus contraint dans l'avancée dans ce modèle, et c'est celui qu'on va utiliser quand on va vouloir, par exemple, prouver que le langage engendré est bien celui qu'on veut. Mais on va se donner un autre modèle, plus laxiste, plus simple à écrire, plus difficile à faire fonctionner, mais on verra qu'il est équivalent. Et ça s'appelle, ce nouveau modèle, les automates à pile étendus. Donc un automate à pile étendu, c'est la même chose qu'auparavant, sauf que la fonction de transition change un petit peu, et le seul changement qui est perceptible, c'est le petit étoile qui est là. On est maintenant capable, dans ce modèle-là, soit de ne rien lire, soit de lire plusieurs symboles à la fois en sommet de pile. Et ça rend les automates plus faciles à écrire. Parce que dans un cas où on veut par exemple faire exactement avec la même stratégie A2N, BN. Pour faire A2N, BN, on va lire les A et on va empiler des X, on va avoir 2X. On va avoir autant de X qu'il y a de A. Et pour chaque B, on voudra dépiler 2X. Ben là, on pourra le faire en une seule transition. Alors qu'avec le modèle précédent, on est obligé de faire 2 transitions de suite pour pouvoir dépiler 2X. Et on aurait rajouté des états intermédiaires qui ne sont pas très utiles. Donc, ce simple changement rend les automates beaucoup plus faciles à écrire, beaucoup plus compacts.
Pour les deux raisons. La première raison, quand on ne veut pas lire, on n'est pas obligé de faire une transition par symbole possible en sommet de pile. Et quand on veut lire plusieurs choses, on peut le faire en une seule transition. Par contre, on est obligé de rajouter une contrainte qui est assez forte, c'est que delta doit être de domaine fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Auparavant, delta était par construction de domaine fini, puisque c'était le produit cartésien de Q, ensemble fini, par sigma union epsilon, ensemble fini, par gamma, ensemble fini. Donc, il y avait un nombre fini de Q, sigma, gamma. Ici, on a gamma étoile. C'est un ensemble infini. Et donc, on pourrait, avec cette modélisation-là, avoir une description d'une fonction qui prend une infinité de transitions, qui décrit une infinité de transitions, puisqu'on peut lire n'importe quel mot sur la pile. Et ça tue le modèle, parce que ça donne une description d'un modèle qui est une machine, qui devient une description infinie, et ça nous pose un problème. On travaille uniquement sur des descriptions finies. Donc, on se rajoute la contrainte disant, attention, la description est finie, donc l'ensemble des transitions est fini. Le reste ne change pas. Il faut changer un tout petit peu la dérivation dans ce cas-là. On la change simplement en généralisant le fait que, eh bien, on lit toujours un caractère. Par contre, on va lire un mot. Donc, on va avoir gamma alpha avant la transition et on va le transformer en bêta alpha après la transition, c'est-à-dire qu'on lit gamma dans la pile et on le substitue par bêta dans la pile. Et ça ne change rien d'autre pour le reste. Non, alpha, on ne le regarde jamais. C'est de la configuration, ça. Il n'y a rien à changer d'autre. Le reste suit avec exactement les mêmes définitions qu'avant, une fois qu'on a changé la fonction de transition. En fait, le modèle est différent. Il est plus simple à utiliser, mais il est équivalent en pouvoir de description. Ce que je pouvais décrire avec un automate à pile stricte, je peux le décrire avec un automate à pile étendue. Ce que je peux décrire avec un automate à pile étendue, je peux le traduire en un automate à pile stricte. Donc, encore une fois, on a deux modèles différents, mais ils ont exactement la même puissance d'expression. Donc, on peut choisir celui qui va nous arranger le plus. En général, on travaillera avec des automates à pile étendue. Lorsqu'on voudra faire des preuves ou vérifier des propriétés sur certaines choses, on va plutôt se ramener à un automate à pile stricte parce que ça simplifiera les démarches de preuve. Oui, un automate à pile stricte est, par définition, un automate à pile étendue puisque gamma est compris dans gamma étoile. Donc, si on prend ANBN et qu'on se dit maintenant j'ai un automate à pile étendu, eh bien on peut résoudre le problème autrement. On va le résoudre tout de suite. On peut se dire tiens, en fait, on peut voir le truc en se disant il y a une première étape qui consiste à empiler des symboles au fur et à mesure que l'on lit des A. Et puis, il y a une deuxième étape qui consiste à dépiler des B et dépiler les symboles qu'il y a sur la pile en même temps. Et il ne faut pas que ces deux étapes soient interchangeables. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on attaque la deuxième étape puis qu'on revienne à la première. Donc, il faut séparer les deux étapes. Eh bien, on va faire ça. On va se donner deux étapes. Ce sont deux états. On va dire que on passe à un moment, on décide de passer sans aucune raison de la première étape à la deuxième étape.
que la première étape consiste simplement à dire si j'ai un A, je me contente de rajouter un X à la pile. Et la deuxième étape dit simplement si j'ai un B et un X en sommet de pile, j'avance et j'efface le X en sommet de pile. Et c'est fini. Quand on a fait ça, eh bien, on a bien un automate qui décrit à NBN. Et si vous regardez un petit peu comment je l'ai construit là maintenant, je ne l'ai pas construit en faisant une trace comme la fois précédente. Je l'ai plus construit en disant c'est quoi la propriété d'un NBN? J'ai NA, puis NB. Donc j'ai une étape où je compte les A et une étape où je décompte les B. Et ça suffit. Et en fait, c'est relativement simple de construire un automate pour ce langage-là. À la fin, il faut évidemment dire que on doit accepter un mot, donc on peut le faire en se donnant un dernier état final et en disant il faut que je sois arrivé en fond de pile. Donc je vide la pile et j'arrive à l'état final. Là, dans cet automate-là, il a ceci d'intéressant, c'est que son langage final est le même que son langage à pile vide. Je me suis arrangé pour n'arriver dans le final que quand j'ai vidé la pile. Par contre, si j'enlève ça et que je dis que cet état est final, eh bien ça marche aussi pour le critère d'état final, mais pas pour le critère de pile vide. Puisque j'ai aucun moyen de vider la pile, il y a toujours le symbole de fond de pile dedans. Ok? Mais il n'y a pas de Z. Il n'y a pas de Z. Le Z, il est toujours présent. Il y a un symbole en fond de pile qui est toujours présent. Ce symbole Z0. Il peut être n'importe lequel. Il ne faut pas que ce soit X. C'est tout. Et c'est important de voir que le symbole de fond de pile est présent. Parce que lorsque vous avez une transition qui lie un epsilon comme celui-là, ça ne veut pas dire que votre pile est vide. Ça veut dire que vous ne lisez pas la pile. Donc, comment pouvez-vous savoir si votre pile est vide, entre guillemets? Dans ce modèle-là, il n'y a aucun moyen de savoir si la pile est vide ou pas. Le seul moyen de se dire que la pile est vide, c'est de se donner un symbole spécial qui est en fond de la pile et de vérifier que ce qui est en sommet de pile, c'est le fond. C'est le seul moyen de voir que la pile est vide. Oui. Là, comme vous avez fait en mettant le deuxième état en finale, ça ne reconnaît plus le même langage, ça ne reconnaît plus ANBN. Si, ça reconnaît toujours ANBN en critère d'état final, mais pas en critère de pile vide. Non, c'est ANBN, N. Enfin, AAB, ça le reconnaît. Ah oui, pardon. Oui, pardon. Ça ne marche pas. Vous avez raison. Il faut nécessairement que je teste ma pile. Hop. On garde celui-là. Il faut nécessairement que je vérifie que la pile a été vidée. Donc, c'est pour ça que Z arrive. OK? On a donc un modèle qu'on peut utiliser de manière descriptive. En quoi ça nous aide? Finalement, on a un autre problème. Auparavant, on avait une grammaire qui permettait de décrire un langage. Cette grammaire permettait de produire un langage. Je vous l'avais dit. On a vu un algorithme qui permet de faire l'opération inverse à partir de grammaire spécifique et avec un coût qui est au cube. On change le problème en se disant, et maintenant, on définit le langage non plus comme quelque chose qui est produit, mais quelque chose qu'on reconnaît au travers d'un automate. La question
qu'on peut se poser, c'est simplement comment est-ce qu'on trouve un chemin qui permet de lire le mot en entier et d'arriver à une configuration finale acceptante. Et en fait, on peut imaginer, on peut espérer en tout cas, que dans un certain nombre de cas, chaque étape sera triviale. Dans cet automate-là, ce n'est pas parfaitement trivial de savoir à quel moment je vais lire un A si je suis dans cet état. Si je suis dans cet état-là, je peux toujours me dire, soit je lis un A, s'il y a un A, soit je décide de passer la transition. Et si je décide de passer la transition, qu'est-ce qui va se passer? Le A qui était à lire, je ne pourrai pas le lire et je serai dans une impasse. D'accord? Donc, il y a toujours une perplexité dans les transitions à prendre. Mais on pourrait simplement rajouter à l'interpréteur de l'automate un truc disant « Oh, tant que tu peux lire un A, tu le fais. Et tu ne passes la transition que quand tu n'arrives plus à lire de A. » Et dans ce cas-là, il n'y a plus de perplexité. Tant qu'on peut lire un A, on empile un X. Dès qu'on a un B, pouf, on passe obligatoirement de l'autre côté et on dépile. Donc on se voit qu'avec un effort relativement minimal, on peut éliminer ou ne pas explorer certains chemins. Il faudra voir si on est capable de généraliser ça à un moment ou à un autre. Toute la difficulté sera, un mot du langage est défini par le fait qu'il existe un chemin et l'opérateur, la machine, va devoir le trouver. Et la complexité de l'analyse va consister à trouver le chemin dans l'automate pour le mot en question. Et on a changé de problème. C'est pour faire exactement la même chose, mais le problème est maintenant un problème d'exploration d'un automate. Et on peut se dire que dans certaines conditions, on va être dans des cas où ça marche bien, où on n'a jamais de perplexité, où on n'a jamais le choix dans le chemin qu'on prend, et où peut-être on va arriver à un coup linéaire. Eh bien, c'est maintenant ce qu'on va essayer de voir. Mais avant ça, on va essayer de se dire, on va essayer de regarder pourquoi je vous parle d'automate à pile. Eh bien, je vous parle d'automate à pile parce que ce modèle, il décrit une classe de langage. Tout ce qui peut se décrire par une classe, par un automate à pile, eh bien, vous la connaissez déjà, cette classe de langage. Ce sont les langages hors contexte. Tout ce qui peut être décrit avec une grammaire peut être analysé avec un automate à pile. Ça, on va le voir très vite. Tout ce qui peut être analysé avec un automate à pile peut être décrit avec une grammaire. Ça, on ne le verra pas parce que la démonstration est plus compliquée. On n'a pas le temps de la faire ici. Mais ces deux modèles sont parfaitement équivalents. Donc, on va voir le lien qu'il y a entre ces automates et une grammaire, maintenant. Alors, avant ça, oui, c'est une toute petite subtilité qui vous posera problème. Il y a un sommet de pile, mais on a écrit les transitions sous forme de mots. Donc, on doit pouvoir dire quelle est la convention pour écrire la pile. Est-ce que le sommet est à gauche ou est-ce que le sommet est à droite? On verra ça plus tard. Jusqu'ici, on a utilisé la convention gauche. Je mettais au sommet ce qu'il y avait au début du mot, à gauche du mot. Je veux maintenant, très rapidement, que l'on aborde les grammaires hors contexte et les automates à pile. Donc, on se donne une grammaire hors contexte et on va voir comment on peut construire un automate à pile. Alors, on va le faire schématiquement. Comment est-ce qu'on peut construire un automate à pile à partir d'une grammaire hors contexte? Alors, on va le voir avec un exemple. J'ai une grammaire qui décrit un NBN.
eh bien, l'idée qu'on peut avoir, c'est de se dire, eh bien, je ne vais travailler qu'avec un seul état. Je ne travaillerai qu'avec une pile. Comment est-ce que je peux analyser une grammaire avec une pile? Eh bien, je peux me dire, le but du jeu, si je suis en critère de pile vide, c'est d'effacer la pile. Donc au départ, je peux dire, au début, je vais mettre un S dans la pile. Et l'objectif, le but du jeu, ça va être d'effacer ce S. Et pour jouer à ce jeu-là, je n'aurai que 4 opérations possibles. La première opération, c'est une opération qui m'est donnée par cette grammaire-là. Je peux effacer le S, puisque S peut se réécrire en epsilon. Mais ceci ne me résoudra pas le problème, puisqu'il me faut effacer le S en ayant lu le mot en entier. Donc, si j'ai AB comme mot, je ne vais pas avoir, je vais pas gagner. Mais, je vais me dire, c'est une transition possible qui consistera à dire, si j'ai un S, je peux l'effacer. Je vais me donner une autre transition possible, c'est une qui est donnée par cette règle de grammaire-là. Si j'ai un S, je ne lis rien, et je la change en A, S, B. Donc, dans la pile, il y a 2 choses qui sont possibles. Soit j'ai un S en sommet de pile et je la transforme en ASB, soit j'ai un S en sommet de pile et je l'efface. Et puis, l'autre type de transition que j'aurai, c'est parfois, j'ai un A à lire et j'ai un A en sommet de pile, et dans ce cas-là, je l'efface et je lis. Ou alors j'ai un B en sommet de pile et je le lis. Regardez comment on analyse A, B. On a S au début et on doit lire AB. Première transition, on prend la transition qui consiste à dire j'efface le S et je le transforme en ASB. Et j'ai AB toujours dans le mot à lire. Là, j'ai plus le choix, j'ai un A en sommet de pile et un A dans le mot. Donc, il me reste B à lire et SB dans la pile. Maintenant, j'efface ce S. J'obtiens un B en sommet de pile et un B à lire. Donc, j'ai pris la transition qui efface le S. Maintenant, je lis le B, j'ai epsilon dans la pile, j'ai epsilon dans le mot. Je viens de jouer à ce petit jeu avec ces 4 transitions possibles qui consistent à dire trouve-moi une possibilité, un chemin qui efface le S qui était au sommet de la pile en utilisant uniquement les règles de grammaire. Je viens de construire un automate qui produit les mots de la grammaire et qui est parfaitement équivalent, avec critères de pile vide, avec un seul état, et il est directement généré à partir de la grammaire, c'est ce qu'on appelle l'automate canonique. Et si vous regardez ce S-là, c'est la racine de l'arbre. Donc, il a été construit avec dans la pile d'abord le haut de l'arbre et puis dans la pile les éléments qui sont en dessous. C'est l'automate canonique descendant. Merci et à la semaine prochaine. Z, il est dans la configuration de départ. Regardez, il est dans la définition de l'automate.
Là, et là, c'est la configuration initiale. C'est le symbole initial de Green, c'est ce Z qui est là. C'est Z0. Ok.